Lectrice, lecteur, bonjour, on se retrouve pour une série spéciale ici au Livre sur les quais avec 3 entretiens. Et le premier d'entre eux se fait avec un maître du polar, Bernard Minier. Il vient nous parler de son nouveau livre, Un œil dans la nuit. On retrouve son enquêteur fétiche, Martin Servaz. Bonjour à vous, Bernard Minier. Vous nous plongez dans l'univers du film d'horreur. Alors ça, c'est quand même tout nouveau. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un polar sur ce thème-là? C'est nouveau et en même temps, c'est pas si éloigné que ce que je fais d'ordinaire, parce qu'il y a quand même des scènes dans mes romans qui sont pas à mettre sous tous les regards. Mais en fait, je ne suis pas spécialement un fan de films d'horreur à la base, mais ce qui m'intéressait, c'était de parler du genre. Moi, j'écris dans un genre qui est le thriller. Et je voulais parler du rapport entre le genre et la littérature en général, ou le cinéma en général, entre le genre et la critique. Donc j'ai imaginé, plutôt que un auteur de thriller, je crois que je l'ai déjà fait en plus, un réalisateur de films d'horreur, qui est évidemment un réalisateur génial, culte. Morbus de la Croix. Voilà, Morbus de la Croix, culte auprès des nouvelles générations, des jeunes générations, qui en même temps a arrêté de tourner pour se reclure dans les montagnes. Et on ne sait pas trop pourquoi, c'est un des mystères du livre. Mais qui sait parler formidablement de son art ou de son artisanat, de son cinéma, de ce cinéma de genre qu'est le cinéma d'horreur. Et évidemment, quand il parle du cinéma de genre, c'est un miroir que je tends au genre dans lequel moi-même je sévis. Mais bon, c'est pas non plus un essai sur le genre. Hein. Oui. C'est une histoire policière, aussi addictive et palpitante que possible, j'espère, et où il se passe plein de choses, mais qui me permet de parler de ce genre dans lequel j'exerce, où je sévis. Il y a notamment au début de ce livre, hein, donc on a ce réalisateur, Morbus de la Croix, qui veut voir personne, qui répond pas aux interviews, voilà, qui est dans son monde. Et puis il y a une étudiante en cinéma qui meurt d'envie de le rencontrer, qui connaît tout par cœur, qui connaît tous ses films, et elle réussit à décrocher un entretien avec ce réalisateur parce qu'elle écrit un mémoire sur lui. Et en allant sur le chemin pour aller jusqu'à lui, elle voit quand même plein de signes un peu obscurs qui lui disent de surtout pas aller là-bas. Directement, on est plongé dans une ambiance très, très noire, comme ça. En fait, ça, c'était un peu un clin d'œil au film d'horreur. Je pense par exemple à Jonathan Harker, qui se rend dans le château du comte Dracula, dans tous ses films, et où tout le monde sur le Haro lui dit mais il ne faut pas y aller, il faut faire demi-tour, c'est pas une bonne idée. Et en fait, Judith, puisque c'est son prénom, cette étudiante en cinéma qui se rend dans les Pyrénées pour rencontrer Morbus de la Croix, les signes effectivement se multiplient de la même façon, et ces signes, ils sont plutôt négatifs. C'est une façon de lui dire, tu ne sais pas où tu mets les pieds. Donc ça fait monter la tension, c'est le mystère, et puis c'est un clin d'œil, comme je l'ai dit, à ce genre-là. Et en même temps, c'était assez amusant d'avoir d'un côté un réalisateur, de l'autre côté une étudiante en cinéma, parce que tous les deux ont leur point de vue sur le cinéma d'horreur, et bien sûr, il y a à côté de ça, il y a des meurtres. Exact. Et il y a Martin Servaz qui est mon personnage fétiche. Voilà, donc c'est notamment un corps un homme qui est retrouvé vidé de son sang. Il se trouve que c'était un des décorateurs de cinéma de Morbus de la Croix. Martin Servaz va aller enquêter. Vous l'aviez laissé un peu de côté, Martin Servaz, et vous y retournez. Vous êtes obligé de revenir avec lui toujours. J'avais laissé de côté pour introduire une nouvelle héroïne qui est Lucia Guerrero dans le roman précédent, qui va revenir aussi d'ailleurs. Mais bon, je ne peux pas laisser Martin en congé très longtemps. D'abord parce que moi, il s'ennuie, moi aussi. et donc j'avais vraiment envie de le faire revenir. Je sais aussi que mes lecteurs me demandent tout le temps, est-ce que dans le prochain, il y aura Martin? Est-ce qu'il y aura Martin? Il y a vraiment un lien qui s'est créé entre mon lectorat et Martin Servaz, entre ce personnage, et ça c'est formidable, c'est la plus belle des récompenses. On l'aime aussi, Martin Servaz, parce que lui-même est pétri de plein de problématiques. Là on voit encore dans ce livre, on suit évidemment les meurtres, l'enquête, mais il y a aussi sa vie à lui. C'est important pour vous aussi d'avoir c'est de la patte humaine aussi. Et puis d'abord, la littérature c'est de l'humain. Même si j'écris dans ce genre-là, même si je raconte des histoires effrayantes, palpitantes, avec des meurtres, avec des enquêtes, etc., ça reste quand même, pour moi, le principal dans un roman, quel qu'il soit, ce sont les personnages. Et moi, j'attache beaucoup de prix, beaucoup d'importance aux personnages. J'essaie de faire en sorte que ce ne soient pas des stéréotypes, des clichés, mais surtout qu'ils vivent. On a l'impression qu'ils sont, enfin en tout cas, ce que les lecteurs me disent, on a l'impression qu'ils sont vivants, qu'on les connaît. Et des fois même, j'ai des lecteurs qui les connaissent quasiment mieux que moi, parce qu'il y a des livres que j'ai écrits il y a très longtemps. Et quand mes lecteurs ont lu toute la série en l'espace de 6 mois, évidemment, ils en savent quasiment plus que je n'en sais moi-même. Là, on a vraiment ce film d'horreur qui est très présent
Dans votre livre, vous dites que vous en avez regardé 200 pour pouvoir préparer ce livre. D'ailleurs, il y a 150 références à la fin du polar, avec des références plus ou moins bonnes de ces films d'horreur. Est-ce que vous aimiez ce cinéma-là? J'en avais vu quelques-uns, j'avais vu les grands classiques, j'avais vu L'Exorciste, j'avais vu La Malédiction, j'avais vu Rosemary Baby et d'autres. Mais j'étais pas un fan, un spécialiste, j'en regardais de temps en temps. Il y en a plein sur les plateformes aujourd'hui, puisqu'on voit, moi aussi, je suis quand même quelqu'un qui dévore des séries, qui va sur les plateformes. Et moi, ce qui m'intéressait aussi avec le film d'horreur, c'est parce qu'on est dans une époque, une société où on doit faire attention à ce qu'on dit, tout le temps. On doit contrôler son image, on doit contrôler le message, et il y a des moments où c'est quand même, des fois c'est presque une censure qui ne dit pas son nom, quoi. Et dans le film d'horreur, on peut tout dire, on peut tout montrer, on s'en fiche, comme si c'était un peu une niche. On y va à fond, on va jusqu'au bout des choses, et puis on se prive de rien. C'est un espace de liberté totale pour la création. Et moi, je trouve ça très intéressant. Il y a encore des endroits où on peut tout dire, on peut tout faire, on peut tout montrer, que ça plaise ou non. Et est-ce qu'on peut vous faire peur? Est-ce que vous avez peur parfois? Parce que vous racontez des trucs absolument dingues dans vos livres. Vous avez parfois les chocottes en regardant ces films? Ah bah alors, je vais vous dire un truc, c'est pour regarder, parce que les 200 films qui sont dans la liste, je les ai tous regardés. Enfin, il y en a 150. Je les ai tous regardés, j'en ai même regardé beaucoup plus pour les sélectionner. Je les ai regardés, alors c'était plutôt l'hiver que l'été, donc ça allait. Mais néanmoins, j'attendais toujours qu'il fasse nuit pour le regarder. Ah oui, d'accord. Et moi, mon vrai plaisir, c'est de regarder un film d'horreur autour de minuit. Je trouve que c'est l'heure parfaite pour regarder. Donc pour me faire peur, il faut quand même en faire beaucoup. J'avais posé la même question à Franck Tillier l'an dernier, c'est comment est-ce que vous faites pour avoir encore autant d'idées différentes? Voilà, à chaque fois qu'on ouvre un nouveau polar, on se dit mais c'est fou, il a encore trouvé une nouvelle idée. Comment ça marche? Alors ça marche aussi par l'émulation, parce que mon compère Franck, je lis ses livres, et quand je lis un bouquin de Franck, je dis « Ah le salaud, quelle bonne idée !» Et donc je me suis obligé d'en chercher une encore meilleure. Et donc on est les uns les autres, et Franck me lit aussi, hein, je le sais, donc on se lit tous, on se regarde, et on se dit « Ah la vache, ça c'est vachement bien !» Puis, il n'aurait pas pu écrire un mauvais bouquin pour une fois, et donc du coup ça vous motive pour écrire quelque chose d'encore meilleur. Et puis je me déplace beaucoup, je vais sur les lieux que je décris, que ça se passe en France ou à l'étranger, et ça aussi c'est rencontrer les gens, découvrir des nouveaux métiers, tout ça, ça vous nourrit. Il faut sans arrêt nourrir l'imagination. L'imagination pure, ça n'existe pas. Un écrivain, il se nourrit d'abord de la réalité, et donc il faut être sans arrêt en train de la nourrir, cette imagination. Mais comme je le dis, le fait de regarder ce que font mes confrères, ça me motive grandement. À l'heure de ChatGPT, de l'intelligence artificielle, on pourrait dire que vous pourriez aussi vous faire aider pour avoir des scénarios. Vous pourriez dire à ChatGPT, écris-moi un scénario à la Bernard Minier, parce que pour le coup, il y a toutes vos références. C'est amusant que vous disiez ça, parce qu'avec Franck, justement, on l'a fait. Franck a demandé une soirée où on est passé ensemble, il a demandé à ChatGPT d'imaginer une histoire à la Bernard Minier. C'est ce qu'il a demandé. Ah, c'est génial. Et ChatGPT a répondu. Ça veut dire que déjà, ChatGPT a lu mes livres. Mais je peux vous dire que l'histoire, pour l'instant, je suis tranquille. Hein. On n'a pas trop de soucis à se faire. Peut-être dans 10 ans, il faut se méfier des intelligences artificielles, ça progresse très vite. Pour l'instant, ça va. Vous avez dit à nos confrères de 28 minutes, un thriller, c'est de l'horlogerie. Le lecteur veut découvrir le coupable, mais souhaite ne pas le trouver. C'est vrai. Et ça, c'est extrêmement difficile. Comment vous faites? C'est paradoxal. Hein. Est-ce que vous faites lire à des proches, à des gens pour savoir s'ils trouvent le coupable trop tôt ou... Moi, je le fais lire surtout à ma maison d'édition, puis il y a une ou deux personnes avant, oui. Mais pas tellement dans ce but-là, c'est plutôt pour certaines choses où je veux être sûr. Quand j'ai un personnage féminin, mes premiers lecteurs sont des lectrices, donc j'ai un retour qui me permet de voir si j'ai bien cerné mon personnage. Ou si Après, c'est vrai qu'il y a ce paradoxe, c'est que le lecteur a envie de découvrir qui est le coupable. Mais s'il y arrive, s'il parvient à découvrir avant la fin, il va vous le reprocher. Il va dire vous avez mal fait votre boulot parce que j'ai trouvé le coupable 50 pages ou 100 pages avant la fin. Alors qu'en même temps, il a envie de le... C'est ça qui est paradoxal. Sur France Inter, on a dit de vous que vous étiez le Mylène Farmer de la littérature. Je vois d'où ça sort. Parce que vous, voilà, le masque et la plume, voilà. Ouais. Parce que Mylène Farmer, dans ses chansons, fait des références à Edgar Allan Poe, par exemple, et vous faites des références aussi à la littérature, à la philosophie. Est-ce que ça vous convient comme parallèle ou pas trop? Moi, ça ne me dérange pas, j'adore Mylène Farmer, donc c'est pas un souci. Et je trouve qu'elle a énormément de talent, et si elle est encore là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Il ne faut pas croire que c'est si facile de se maintenir au sommet comme elle l'a fait. Non, mais en fait, ce que j'essaie de faire, c'est d'être un passeur. Je transmets ma passion pour la musique classique, je transmets ma passion pour tel groupe de rock, ma passion pour tel écrivain, pour tel poète, pour tout un tas de choses. En filigrane, à travers ces histoires,
qui sont là d'abord pour divertir. Il y a aussi quand même le fait de transmettre, de partager. Moi, j'adore découvrir des choses nouvelles et les partager avec les gens. Quand j'ai regardé mes 200 films d'horreur, j'ai trouvé ça... Alors que j'en avais peut-être vu, comme je l'ai dit, une quinzaine dans ma vie. Tout d'un coup, j'ai découvert un univers et j'ai trouvé, mais c'est formidable tout ce que ces jeunes gens, parce qu'en général, c'est des jeunes gens, arrivent à faire, arrivent à imaginer. J'ai eu envie de partager ça avec mes lecteurs. Est-ce que parfois, vous avez envie de revenir, enfin, de faire page blanche et de vous dire, de revenir à l'auteur que vous étiez au tout premier et de retrouver cette toute première fois peut-être ou pas? Ou est-ce que vous aimez être déjà là où vous êtes? Moi, j'aime pas trop regarder derrière, je préfère regarder devant. Je ne suis pas du genre trop à me retourner, mais c'est vrai que Glacé, ça a été une espèce d'épiphanie, ça a été quelque chose de formidable, le succès est arrivé très vite. Et Glacé, oui, j'avais une fraîcheur que aujourd'hui, j'ai plus d'expérience, j'ai plus de technique. J'écris les livres plus facilement que Glacé, ça m'avait demandé beaucoup plus d'efforts. Parce que j'apprenais mon métier, ce métier d'auteur de thriller. Et en même temps, oui, il y avait cette fraîcheur, il y avait à chaque page cette découverte, cet enthousiasme d'imaginer, de se dire, ah oui, finalement, j'en suis capable. Ouais. Mais aujourd'hui, je m'amuse peut-être pas totalement autant qu'à l'époque de Glacé, parce que c'est l'attrait de la nouveauté. Hein. C'est comme quand une histoire d'amour, évidemment, les premiers temps sont toujours les plus formidables. Après, ça reste formidable, ça peut rester encore... mais on est toujours nostalgique de ces premiers temps. Mais je continue à m'amuser énormément, à faire ce que je fais. Et c'est pour ça aussi que j'essaie de me renouveler d'un livre à l'autre, c'est-à-dire de proposer des choses nouvelles. Je pense que tous mes romans sont différents, même si on retrouve des personnages. Le prochain, ce sera Lucia. Lucia. Oui, qui va revenir avec donc on va retourner en Espagne avec cette lieutenante de la Guardia Civile qui va avoir à traquer non pas un tueur, mais deux. Voilà, double dose. Et en attendant, Un œil dans la nuit, qui est formidable, c'est aux éditions XO. Merci. Merci infiniment à vous, moi, Bernard Meunier, et très bonne soirée sur Les Monts Bleus. Au revoir.